Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, que la lumière soit et le zoom est. Nous voyons enfin le docteur Berger. Ben, on vous voit très bien. Eh bien, ça fait plaisir aussi de vous voir. Vous voyez, la radio, c'est aussi ça. Hein, ça fait partie du. Docteur Berger. Donc justement, on parlait de ça et on parlait juste avant l'interruption, juste avant la pause. Nous parlions effectivement de cette espèce de violence clanique. Mais est-ce que ça veut dire en fait? Ce que vous dites, c'est-à-dire, en fait, c'est une sécession, je dirais presque mentale, enfin pas presque mentale, c'est une sécession mentale qui est là et qui est un fait qui sera très difficile, sur lequel il sera difficile de revenir. Ah, je n'ai plus le son. Vous n'avez plus le son? Si, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Ah, ben très bien, oui. Parce que si on a l'image sans le son, c'est embêtant. Oui, oui. J'ai compris. Vous avez, oui. Alors, est-ce que c'est une sécession de fait d'avec l'environnement national, républicain ou autre, et c'est quelque chose sur lequel il sera très difficile de revenir? Je trouve que cela dépend des clans. C'est-à-dire qu'il y a des clans avec une forte solidarité, avec une emprise du patriarche sur ses membres, mais la règle c'est, nous sommes des invités et nous devons respecter les règles du lieu, du pays qui nous accueille, et nous devons lui apporter quelque chose. Cela dit, à l'intérieur de la famille, la vie n'est pas forcément facile pour les filles, il faut obéir, etc. Et là, on a un système clanique, mais je dirais ouvert. Et puis, on a des systèmes claniques totalement fermés, où il n'y a plus que les codes du clan qui priment, et qui, en eux-mêmes, abîment l'intelligence de leurs membres, puisque il faut tous penser pareil. Et on ne peut pas se permettre de penser différemment. Voilà. Vous êtes allé jusqu'à dire, Maurice Berger, vous nous avez dit, il ne pense pas. Presque. Oui, effectivement. On a une recherche qui porte sur un centre éducatif fermé, donc des jeunes qui ont fait des actes tout à fait graves. Beaucoup sont issus de clans. Et cette recherche demandée par la Direction Générale de la Santé, elle a coûté 60 000 €, montre que 60% de ces jeunes n'ont pas un niveau intellectuel qui leur permet de suivre une scolarité normale. Donc, le fait d'être obligé de penser comme tout le monde, alors que normalement, on essaye de faire en sorte que ces enfants pensent par eux-mêmes, abîme la pensée. Et ça a de multiples conséquences. C'est des jeunes qui n'arrivent pas à suivre à l'école, donc le résultat, c'est qu'ils vont semer le souk, se faire exclure, filer vers le trafic de drogue, et qu'il faudrait une pédagogie spécifique pour eux, pour les récupérer. Ça a une autre conséquence, c'est que quand on n'a pas développé d'imaginaire, de pensée, le jeu qu'on fait, le plus simple, c'est de frapper, c'est de démolir, c'est de détruire. C'est ce que vous dites sur les pompiers. Voilà des pompiers qui viennent. Et quel est le jeu? Le jeu, c'est le gendarme au voleur ou autre, c'est de les taper. C'est un jeu qui peut être à mort réelle, qui est extrêmement grave. Justement, Maurice Berger, on parle des... Et vous avez parlé, je voudrais vraiment avoir votre analyse là-dessus. On constate que la plupart du temps, ils se mettent, que ce soit dans un bus, sur un quai de métro, etc., à 4 à 5 pour tabasser quelqu'un, mais attention, le tabasser pratiquement à mort, c'est-à-dire à coups de pied dans la tête, à coups de pied, etc. Et ils sont toujours 4 ou 5 dessus, mais comme s'ils voulaient déchiqueter quoi, la proie. Voilà, alors là où je pense qu'on doit être entre guillemets clinique, c'est mon métier, c'est-à-dire on doit différencier. Il y a beaucoup de sortes de violences et le risque c'est de toutes les mettre dans le même sac. Je dirais très rapidement. Il y a des violences que j'appelle à début immédiat, impulsives. Tu m'as regardé d'un mauvais regard, tu m'as refusé une cigarette, je tape. Bon, et là c'est un individu isolé. On a les violences groupales qui peuvent être soi-disant le code de l'honneur de la famille, qui peuvent être à venger, qui peut être aussi défendre un territoire et
Bon, et puis on a une autre sorte de violence qui, je trouve, est la plus inquiétante. C'est celle que vous décrivez, qui peut être individuelle ou groupale, et parce que ce sont des sujets qui sont rarement seuls. Comment dire, leur identité est groupale. Il faut être ensemble, sinon on n'est pas bien. Et ces sujets-là ont du plaisir à frapper. Ils ne frappent pas impulsivement, ils ne frappent pas pour venger l'honneur ou surveiller leur territoire, ils frappent parce que cela leur procure une jouissance et ils vont frapper jusqu'au bout. Et ils sortent souvent avec un couteau sur eux, ce qui veut dire qu'ils considèrent qu'il va être possible qu'ils s'en servent. Moi, je ne sors pas avec un couteau. Et là, enfin, je dirais crûment, sommes-nous revenus au temps des côtes de mailles? Oui, parce que ça peut arriver à tout moment. Oui, c'est ça. Et alors, mais d'où vient, parce que d'où vient cette rage? Vous savez, c'est arrivé avec un conducteur de bus. Il y a eu comme ça, vous savez, il leur disait mettez vos masques ou vos tickets. Hein, vous n'avez pas de ticket. Ils vont vers lui, ils sont 5 ou 6 et ils tapent, mais ils tapent jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à le laisser pour mort. Je ne dis pas qu'il vérifie s'il est mort ou pas, mais il le laisse inerte. Et c'est arrivé combien de fois? C'est quoi? C'est le tir, on va jusqu'au bout, on l'élimine en quelque sorte, c'est ça? Il faut éliminer? Oui, c'est un gêneur qui voudrait qu'on se soumette. Il n'y a pas de négociation. Ce sont des personnes qui sont incapables de penser la négociation, parce que la négociation, ça veut dire qu'on considère que l'autre a un point de vue, soi-même on a un point de vue, qu'on va les comparer, et puis on va s'arranger ou pas. Mais on a, bon, vous savez, la phrase de Freud, c'est le premier progrès de l'humanité, c'est lorsque l'homme a lancé a lancé une insulte au lieu de jeter une pierre. Et là, on a un recul absolument considérable. Et en fait, on a du mal à comprendre cette violence groupale. Je ne peux pas vous donner la solution parfaite. Je sais seulement que c'est groupal parce que ces sujets ne peuvent pas être seuls, ils sont mal, et qu'il n'y en a pas un qui va pouvoir se différencier et dire non, on ne fait pas ça. Celui qui dirait cela risquerait de devenir un ennemi et d'être frappé de la même manière. Faut pas l'oublier. C'est souvent comme ça. Il passe de l'autre côté, il n'est plus du clan, s'il dit attention, faut pas frapper, faut pas taper, etc. Tout à fait. Et effectivement, ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire que celui qui a gêné doit disparaître. Et on peut dire une chose, moi j'ai vu beaucoup de victimes. Les sujets sont laissés pour morts. Et ce qui font qu'ils ne meurent pas, c'est parce que mes collègues médecins en réanimation, j'ai accès à leur dossier, font des miracles. Donc la différence entre un homicide volontaire et une tentative d'homicide, c'est la qualité de notre médecine dans certains cas. Ce qui atténue enfin voilà. Oui, mais enfin c'est terrifiant quand même. Hein. Oui, heureusement qu'on a de très bons médecins, comme vous dites. Et juste un mot de ce point de vue-là. Vous m'avez dit, mais je voudrais qu'on en reparle. Donc, vous m'avez dit que la police, pour eux, c'est un clan, c'est un clan hostile. Mais c'est un clan. C'est pas l'autorité de l'État, c'est pas représenté, c'est un clan. La police. Oui. Dans la mesure où les lois de la République ne sont pas acceptées et que les policiers sont chargés de les faire appliquer dans l'espace public, pour l'intervention des policiers n'a littéralement pas de sens. C'est uniquement des... Bon, est-ce qu'on va essayer d'être le plus fort? Est-ce qu'on va jouer à cache-cache? Mais il n'y a pas l'intégration des lois. Donc, c'est pour ça que... Bon, actuellement, je prépare ce que serait un plan anti-violence. Je l'ai dit une fois, on a le droit de rêver. Bon, ben, je rêve encore. Mais dedans, je pense qu'il faudrait enseigner dès l'école les principaux articles du Code pénal. Simplement pour savoir que ça existe. Et qu'il y a les sanctions possibles. Et oui. Et véritable. Mais juste, on va reparler de ça après les informations, docteur Maurice Berger, et merci d'être avec nous. Juste un mot, juste une question avant les infos. Effectivement, cette clanisation de la société, pour vous, elle est achevée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des territoires dits perdus de la République, ça fait 20 ans qu'on en parle, il y a, je dirais,
comment dire, des structures mentales perdues de la République? Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a des structures mentales perdues de la République, mais on peut mettre en place des dispositifs qui les contiennent et qui les empêchent d'agir de manière aussi violente qu'elles le font. Et ça, c'est possible, mais ça demande une véritable volonté. Et ça demande de considérer que la loi doit être adaptée et avoir confiance dans le fait qu'on peut contenir ces personnes et s'en donner les moyens. Docteur Berger, on se retrouve avec vous tout après ces informations. Merci et à tout de suite. Et avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300, n'hésitez pas à venir poser des questions justement au docteur Berger. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, et nous sommes avec le docteur Maurice Berger. Je rappelle qu'il est pédopsychiatre, qu'il est psychanalyste, qu'il est spécialisé dans la prise en charge des enfants et des adolescents violents. Il a exercé pendant 40 ans à l'hôpital, puis en centre éducatif renforcé. Il est également enseignant à l'École nationale de la magistrature. Et je vous recommande son livre qui a été publié en 2019, il y a 1 an, sur la violence gratuite en France, aux éditions L'Artilleur. Et malheureusement, cette violence, elle ne baisse pas, bien au contraire. Clémence ? Oui, on peut aller tout de suite au standard 0826 300 300 pour donner la parole à Yamina. Oui, bonjour Yamina. Oui, bonjour André Berkov. Je voulais d'abord vous féliciter, vous remercier pour votre émission. Merci. J'écoute tous les jours, j'essaie d'écouter avec beaucoup de plaisir. Et particulièrement aujourd'hui, en présence du docteur Maurice Berger, avec qui je partage l'analyse, particulièrement ce qu'il a dit en première partie sur la montée des violences, et puisque vous discutiez de ce qu'a subi la jeune fille de Strasbourg, il me semble. Oui. Voilà. Et le lien qu'il faisait, mais en se référant à une chercheuse maghrébine, le lien qu'il faisait avec le fait justement que cette jeunesse qui commit ces violences, ces délinquants, il faut le dire, se reconnaissent plutôt dans un système de valeurs et de mœurs qui est en contradiction avec la culture et la civilisation occidentale. Je m'explique. Moi, j'ai vécu dans cette culture puisque je suis d'origine algérienne et je retrouve exactement ici depuis quelques années et ça monte de plus en plus les pratiques que j'ai connues là-bas étant femme je partage l'analyse qui consiste à dire que dans ces cultures-là, que dans ce système de valeurs qui est présent dans les pays du Maghreb, c'est effectivement l'espace public, c'est un espace masculin et la femme, son espace, c'est la maison pour faire simple, en dehors des femmes bien évidemment qui vont travailler et donc forcément c'est tout à fait normal qu'elles subissent des insultes, qu'elles subissent de la violence, qu'elles subissent tout ce que les femmes ici subissent aujourd'hui, tout ce que nous subissons ici aujourd'hui. Mais je vous avoue que j'aimerais partager l'optimisme du docteur, mais je suis assez pessimiste et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, allez-y. Pour deux raisons, parce que ça fait des années que la France, que la République a démissionné, que l'école a démissionné, que la justice a démissionné, que les politiques ont démissionné. Il y a la démission, il y a à la fois la démission, il y a la lâcheté, il y a la complaisance. Il y a l'électoralisme, Yamina. Bien sûr. Quand je parle de complaisance, bien évidemment qu'il y a derrière tout ça l'électoralisme et le clientélisme. On le voit dans plusieurs villes. La ville dans laquelle j'habite aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas parce qu'il y a une alliance avec les indigénistes de la République qui sèment la haine chez cette jeunesse déjà perdue, et qui se revendique d'abord d'un là-bas, le bled, comme ils le disent, pour reprendre leur expression, et donc forcément de ce système de valeurs et de mœurs qui ne sont pas les nôtres. Et puis, deuxième chose, pourquoi je vous dis que je suis pessimiste? Puisqu'en plus de leurs pratiques, de leurs revendications, de ces revendications, et puis ils se reconnaissent dans ça. Parfois par peur d'ailleurs, puisque le clan, le groupe est une notion extrêmement importante dans cette culture-là. Oui, Maurice Berger, je l'ai bien montré. Et en sortir, ça devient presque un danger pour certains. Moi-même, je suis qualifiée
qualifié de harki, de traître, etc. Mais très sincèrement, il faut tenir. Mais face à cette lâcheté, à cet abandon de toutes les institutions, des politiques, etc., face à ça, il y a un problème aussi auquel il faut s'attaquer. C'est le nombre et l'immigration. Parce qu'on ne peut pas dire, puisqu'on a abandonné d'une certaine manière la politique de l'intégration, voire de l'assimilation, et moi je suis pour que la politique de l'assimilation puisse revenir pour espérer rattraper la chose, sinon ça ira, ça finira très mal tout ça. Yamina, je voudrais justement, vous faites un constat très fort, très fort, très en tout cas charpenté, très précis. Docteur Maurice Berger, Yamina effectivement est plus pessimiste que vous et que moi, peut-être que d'autres, mais effectivement elle a quand même des arguments très forts. Est-ce qu'on n'est pas effectivement dans une espèce d'impasse où on se dit ce qu'elle dit quand même est frappé au coin du bon sens? Mais attendez, je ne suis pas optimiste. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Bon, très bien. Je ne suis pas optimiste. Je dis simplement que mon travail, c'est d'essayer de proposer des changements, je dirais littéralement des changements de paradigme. Je ne dis pas du tout que ça peut marcher, et en particulier, je ne vois pas actuellement dans le monde politique qui sera capable d'incarner des positions aussi claires. Un point sur lequel je suis complètement d'accord, je suis d'accord sur tous les points avec cette dame. Oui, vous êtes d'accord avec elle, oui. Je voudrais juste souligner au passage que quand Axel Rodier, la malheureuse jeune femme, a été tuée à Lyon par une voiture, c'est une femme européenne qui s'est mise dans l'espace public en face de la voiture d'un jeune maghrébin en lui demandant de se soumettre et de parler. Et voilà ce que ça lui a coûté. Donc voilà. Je pense que nous n'arriverons pas à avancer tant que nous maintiendrons le regroupement familial. Très précisément, je l'ai écrit dans le Figaro, ils ont osé le passer. Pourquoi ? Parce qu'un clan a pour vocation de croître. C'est le cousin qui fait venir le cousin, qui fait venir un tel, qui va chercher une femme au bled, etc. Et tant que nous n'avons pas réglé essayé de régler les problèmes d'intégration, d'assimilation que nous avons avec une certaine population dont on vient de parler dans notre pays, on ne doit pas permettre d'autres entrées. En même temps, je sais très bien que quand je dis cela, c'est injuste, parfaitement injuste, par rapport à des personnes qui ont l'intention de faire une famille, s'intégrant dans notre culture. Et s'intégrer, et travailler, et respecter les valeurs. Mais le premier point, si on n'arrête pas le regroupement familial, cela signifie sortir sur certains points de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est très clair. Et comme je l'ai dit, l'Europe a besoin de la France n'a pas besoin de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une question de courage politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors non, juste pour être très précis, docteur Berger, est-ce qu'aujourd'hui la France, partie intégrante de l'Union européenne, peut, par exemple, dire on arrête par exemple, on arrête le regroupement familial sans encourir les foudres de la Commission européenne ou pas? On dit à l'Europe que la France a décidé de prendre cette position et c'est à prendre ou à laisser. D'accord. Je veux dire, ça s'appelle de la souveraineté, ça. Retrouver sa souveraineté. Je glisse au passage qu'en 2005, 54,5% des Français ont voté contre, dont moi, ont voté contre l'agrandissement de l'Europe. Et que là, on a le fondement du fait que notre voix, je pense qu'il y a un des fondements de l'abstention. Bien sûr. Jusqu'à quoi ça sert? Bien sûr. Tout à fait d'accord avec vous. Clémence? Alors, continuez de nous appeler au 0826 300 300. On parle de violence des jeunes avec le docteur Berger. On parle de groupe clanique. On parle de rapprochement familial. Eh bien, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours dans tous ses états avec son invité, le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, psychanalyste et auteur de ce livre sur la violence gratuite en France aux éditions L'Artilleur. Et avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. C'est le cas de Patrice qui nous appelle de Pau. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Patrice, on vous écoute. Alors peut-être Patrice n'est pas là.
Alors Patrice, vous êtes là, oui. Bah écoutez, on va donner la parole à Claude. Alors Allô, Claude. allô. Oui, c'est Patrice ou c'est Claude? Oui, c'est Patrice. Hein. Alors Patrice, on vous écoute. Oui, bonjour André, bonjour docteur. Bah écoutez, je souscris pleinement au propos de, je crois que c'est Yamina qui a téléphoné tout à l'heure. Oui, absolument. On vit dans une société qui est extrêmement binaire et qui est extrêmement imbécile. Et je sais pas, moi j'ai été élu tout à fait par hasard, tiré par la manche par des copains gilets jaunes et soutenu malheureusement aujourd'hui par France Insoumise. Et je me rends compte que on est à la croisée des chemins, on ne sait vraiment pas quelle direction prendre, ni à droite, ni à gauche, ni tout droit, ni reculer. Quand vous dites j'ai été élu, oui. C'est-à-dire qu'est-ce que vous expliquez? Je suis conseiller municipal à Pau. À Pau, d'accord. Je suis un petit conseiller municipal à Pau. J'étais tête de liste Pau citoyenne sociale écologique au premier tour. D'accord. On a fait 5,5% et ensuite j'étais sur une liste socialiste et j'ai été élu au conseil municipal. Et alors vous dites qu'actuellement vous sentez justement cette rupture, ce qu'on dit, cette division, c'est très voilà. Moi j'ai été élu parce que c'est ce qui m'insupportait le plus dans la vie politique. Je votais pas depuis très très longtemps, mais ce qui m'insupportait le plus, c'est le fait de dire qu'on était d'un camp. Et le docteur tout à l'heure parlait de clanisme et on est bien dans ce système de clanisme. Il faut s'identifier à quelque chose pour être reconnu pour être quelqu'un. Je trouve ça complètement con. Hein. Moi je dis les choses comme elles sont. Moi mon voisin il n'est pas comme moi, ma voisine non plus et celui du quatrième non plus. Et voilà. Et l'islamisme rampant, c'est une peste, quoi. C'est une peste. Moi, j'en ai fait les frais récemment à travers des publications Facebook, des panneaux Facebook que j'avais publiés qui n'étaient pas forcément intelligents, mais on a interprété ces choses-là. On a fait des montages photos pour me faire passer pour un raciste et un sexiste. Si je parle contre l'islamisme, je suis raciste. Si je parle à la place des femmes, parce que mes publications concernaient la cause des femmes, voilà, vous êtes je suis sexiste. Comme j'ai une bite, je peux pas parler à la place d'une femme qui a une chatte, quoi. C'est fou, quoi. On est dans une hystérie absolue, quoi. J'aimerais bien avoir le point de vue du docteur là-dessus. On est dans une hystérie, quoi, sur la parole. Alors justement, Maurice Berger, c'est vrai qu'on ne peut plus parler ou dire quoi que ce soit de qui que ce soit. Hein. Ça va au-delà justement des problèmes des adolescents et du clanisme. C'est vrai que tout le monde devient clanique, quoi. Le sexe, le genre, l'écriture inclusive, etc. Ça devient n'importe quoi. Et surtout, là vous avez raison, ce que nous disait notre auditeur, c'est que dès que vous dites quoi que ce soit sur qui que ce soit, on vous colle l'étiquette, le sceau de l'infamie. Maurice Berger. Bon, mon domaine c'est plus la violence. Alors bon, je dirais deux choses. Mais c'est tout d'abord, oui, allez-y. Je trouve que dans notre pays, on passe son temps à mutiler sa pensée. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose, on ne cherche pas si ce qu'il dit c'est vrai, mais on cherche dans quelle case mentale préexistante on va le mettre. Donc, est-ce qu'il va être... Bon, moi je sais qu'on essaye de me mettre très à droite. Alors le problème, c'est que j'ai débuté ma carrière de médecin en faisant des avortements bénévoles, illégaux, et en le faisant savoir pour faire passer le vote de la loi Veil. Alors ça brouille un peu. Bon, mais n'empêche que le principe, c'est dans quel cas il est. Avant de se dire, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai, ou pas vrai ou pas. Voilà, c'est ce qui se passe pour ce monsieur. Je pense aussi que c'est la même chose au niveau de la violence, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la dénisphère. Après tout, on a bien créé la fachosphère, donc moi j'ai créé la dénisphère, c'est-à-dire des gens qui considèrent qu'il n'y a pas d'augmentation des faits, et voilà, donc si on veut case pour case, voilà. Je connais y compris à la radio dans certains médias, pas chez nous heureusement, mais enfin dans certains médias, qu'est-ce qu'il y a comme dénisphère? Alors moi je dirais plutôt la conosphère, mais c'est vrai que c'est péjoratif. Mais pour revenir, docteur Berger, c'est vrai, est-ce que ce n'est pas le type de violence évidente dont vous vous occupez bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine violence de base qui consiste à assigner à résidence quelqu'un? C'est-à-dire si vous faites tel ou tel montage sur Facebook, automatiquement vous êtes ceci, cela. Alors c'est moins sanglant qu'évidemment d'assassiner ou de tabasser ou de violer, mais est-ce que ce n'est pas aussi une certaine violence? Oui. Si ça met à l'épreuve quand quelqu'un dit quelque chose sur nous,
La question, c'est comment ça va nous coller à la peau. Ouais. Nous, comment on va se sentir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut une certaine solidité interne, être sûr de ce qu'on dit, être éventuellement renforcé dans ce qu'on pense en parlant à des personnes en qui on a confiance. Et moi, ce que je dis, vous dites conosphère, moi je dis conardosphère, c'est un peu plus... ça se discute. C'est plus fleuri, c'est plus fleuri, je vous le concède. Bon, mais c'est un travail de se dire, on me colle cette étiquette, n'empêche que je reste moi-même et je continue à penser ce que je pense. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et bon, on va pas plus mal comme ça. Absolument. mais il faut y arriver. Juste avant on va parler effectivement des moyens, etc., parce qu'on s'est dit dans la seconde partie. Clémence, y a-t-il... Oui, bien sûr. On peut donner tout de suite la parole à Claude, qui a composé le 0826 300 300, et Claude nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour André Berkoff et bonjour au professeur Berger. Moi aussi, je voudrais dire que j'étais tout à fait d'accord avec le témoignage de la jeune femme, la femme qui s'appelait Yamina tout à l'heure. Et je voulais, moi, citer un autre témoignage très brièvement. À la fin des années 80, à l'époque, je vivais en région parisienne, j'avais un couple d'amis berbères qui étaient des gens qui étaient complètement intégrés et qui étaient du niveau intellectuel parfaitement assimilés au niveau des catégories CSP+, si vous voulez, qui nous disaient à l'époque, alors ils étaient d'origine kabyle et qui nous disaient attention, c'était le début du débat sur le voile, attention, ne cédez pas sur le voile, parce que en Algérie, au moment de l'indépendance et jusqu'à maintenant, les femmes s'habillent comme elles veulent, les jeunes femmes s'habillent à l'européenne, ne laissez pas, si jamais vous cédez sur le voile en France, c'est comme si vous assassiniez une deuxième fois les femmes qui en ce moment en Algérie se battent et se font égorger pour ne pas revenir à cette époque d'obscurantisme. Et donc Yamina disait, c'est 30 ans de lâcheté qu'on a derrière nous, parce que finalement, on a lâché sur le voile et maintenant on a des étudiants de voilés qui viennent témoigner au Sénat. C'est complètement le monde à l'envers. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis d'accord. Alors le docteur Berger qui dit oui, il faut arrêter le regroupement familial, je suis 1000% d'accord avec ça. Et je dis que pour les jeunes aujourd'hui qui refusent nos codes de vie, notamment dans la relation avec les filles, moi je demande qu'on repense carrément. Alors s'ils sont étrangers, qu'on les vire tout de suite, je veux dire. S'ils sont de nationalité française, qu'on réfléchisse à nouveau à quelque chose qui pourrait ressembler à ce que j'appellerais moi l'interdiction de territoire. Dans le temps on appelait ça le bannissement, parce que s'ils veulent pas vivre chez nous comme nous, qu'ils aillent vivre ailleurs, je veux dire, qu'ils aillent exercer leur pression sur les femmes dans les pays où malheureusement c'est encore possible. Mais chez nous, absolument pas. Voilà, moi je trouve que de lâcheté en lâcheté, ça devient irréversible cette affaire. Oui, c'est tout le problème de lâcheté, du courage et de la volonté. Et d'ailleurs, sortir de l'Europe, c'est une idée qui me plaît aussi, moi, pour moi la CEDH, parce que je rappelle quand même qu'il y a 11 terroristes algériens qui ont été jugés, qui ont accompli leur peine en France et qu'on ne peut pas renvoyer chez eux, alors qu'ils sont algériens, ils ne sont pas français, parce que la CEDH nous l'interdit, parce qu'il y a encore, ils risquent la peine de mort en Algérie. Mais je croyais qu'ils s'occupaient des droits de l'homme en Europe, moi, la CEDH. Je ne pensais pas qu'ils s'occupaient des droits de l'homme en Algérie. Oui, beaucoup de choses à dire sur la CEDH d'ailleurs, et autres. Docteur Berger, effectivement, et ça nous amène à dire ce qu'on peut faire. On parle beaucoup, et Yamina en a parlé, et on vient d'en parler de la lâcheté, etc. Et vous dites effectivement, il faut du courage, il faut de la volonté. Mais est-ce que d'abord, pour ceux qui sont français, évidemment, le bannissement, c'est difficile. On va les envoyer où et comment, etc. Ce que je veux dire, est-ce que pour vous, docteur Berger, politique de sanction, ça veut dire la prison, ça veut dire des peines applicables, vous l'avez dit, pas des sursis en permanence, et puis politique de quoi? De fermeture, enfin, comment on peut déclaniser? Est-ce que c'est possible? Voilà la vraie question, vous avez parlé. Est-ce qu'on peut déclaniser ou pas? Ou c'est trop tard? Bon, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que pour moi, j'évalue la valeur d'une culture, d'une civilisation sur l'égalité homme-femme. C'est le critère qui signifie qu'on n'est pas dans la loi du plus fort, puisque les hommes sont en général plus forts que les femmes physiquement. Donc pour moi, c'est le critère absolu. Alors vous dites la prison, est-ce qu'on peut déclaniser? Je pense qu'en tout cas, on ne pourra pas faire changer la manière de voir les choses et de voir la relation homme-femme à un certain nombre d'individus, mais on peut faire en sorte que ça leur coûte très cher. C'est-à-dire qu'ils comprendront que ça leur coûte cher.
Et par exemple, le jeune Nabil, mineur, qui a tapé, vous avez peut-être vu, enfin bon, qui a tapé une fille, qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Absolument. Voilà. Pour moi, ça doit lui coûter extrêmement cher. Et quand il sortira, bien qu'il ait 13 ans, 14 ans, il faut qu'il ait un sursis énorme au-dessus de la tête. Si bien qu'il continuera à penser que les femmes sont peut-être des salopes, mais qu'en tout cas, les toucher, ça coûte cher. Ça coûte trop cher. D'accord. Et je pense aussi que pour cela, nous devons augmenter considérablement notre nombre de places en prison. Les estimations qui sont de 20 000 données par LR et d'autres sont tout à fait insuffisantes. Il faut passer. On avait déjà 13 000 prisonniers qui ne pouvaient pas qui étaient en surnombre avant le confinement. Mais il faut des peines courtes. Commencer pour des actes qui ne sont pas trop graves. Mais des peines courtes, mais accomplies. Accomplies immédiatement et qui doivent être d'au minimum 15 jours. C'est pas 3 jours. C'est au minimum 15 jours. Ah, mais je dois aller à l'école, ah, mais j'ai mon copain, mais j'ai mon boulot, etc. Non. C'est 15 jours minimum et avec un sursis énorme dessus. Donc, on a affaire à des personnes qui ne se rendront pas compte si quelque chose, où est le bien, où est le mal. Mais en tout cas, ce qui est interdit et ce qui est permis, et ce que ça coûte. Et c'est pas une vision très glorieuse. J'irai même plus loin. Dans le quartier de la Chapelle, etc., où vous savez que les femmes ne peuvent pas marcher sur les trottoirs ou sont insultées. Moi, je pense qu'on devrait mettre des femmes policières avec une caméra piéton et qui se promènent en jupe et elles filment le type qui les insulte. Et femmes policières et armées, on est bien d'accord, et armées. Non, elles auraient simplement... Non, en civil. Des femmes policières en civil. C'est risqué, ça, c'est risqué, vous savez. Non, et elles auraient le groupe de policiers pas loin, et quand l'insulte est enregistrée, ou la bousculade, eh bien monsieur, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. On se retrouve après une petite pause. Et n'oubliez pas ce numéro de téléphone 0826 300 300 pour interpeller justement André Berkoff et le docteur Maurice Berger qui reste avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec son invité, le docteur Maurice Berger, auteur de ce livre sur la violence gratuite en France aux éditions L'Artilleur. Et puis vous, chers amis, qui nous appelez au 0826 300 300, c'est le cas d'Éric qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour André et bonjour monsieur Maurice Berger. Bonjour. Moi, j'aurais voulu vous parler de 3 points. Allez-y. Le premier, mais ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Ouais. Le premier, j'aurais posé une question donc à monsieur Maurice Berger. Oui. C'est vraiment psychologiquement. Pourquoi les Français de souche, comme l'appelait notre cher président Hollande, ne parlent jamais de racisme quand il y a vraiment un mort, donc je vous dis d'origine française. Alors ils le feront quand c'est le contraire. Mais j'aimerais vraiment une réponse psychologique. Moi j'ai mon avis, mais j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Vous êtes quand même docteur et en plus en psychologique, donc on ne peut pas être mieux placé. Le deuxième point, justement, vous avez parlé de Nabil, un des derniers faits qui s'est passé là. J'ai pas entendu un seul journaliste parler de racisme. Donc il faudra m'expliquer en même temps. Et le troisième point, je voudrais pareil revenir sur Yamina. Je pense qu'elle a tout compris, elle est vraiment super bien. Et je lui lance un petit peu un appel, si elle peut m'appeler, j'aimerais bien parler avec elle. Elle a le droit qu'à prendre mon numéro au standard. Voilà, elle est vraiment super, j'aimerais vraiment rentrer en relation avec cette personne. On transmettra. Alors, première question, effectivement, d'Éric au docteur Maurice Berger. Pourquoi on n'entend jamais, effectivement, de commentaires de ce genre avec les Français, enfin d'origine dite de souche, voilà. Je n'ai pas bien compris la question. Si c'est un Français qui est auteur d'un acte, si c'est... J'arrive pas à comprendre. Non, allez-y, Eric. C'est-à-dire qu'un Français de souche, lui-même, ne parlera jamais de crimes racistes. Admettons, on va parler de crimes, de crimes racistes. Vous voulez dire qu'un Français de souche ne reconnaît pas le racisme, disons, anti-blanc? Chose comme ça. Voilà. C'est ça. C'est beaucoup plus précis. Vous avez raison, la question est mieux posée. D'accord. Voilà. Parce qu'on est conditionné par une bien-pensance
qui nous dit ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, et ce qu'on doit penser. Alors, à partir de quel moment un crime est un crime raciste parce qu'il a lieu sur un blanc? D'abord, moi je dirais que quand c'est Axelle Rodier, cette malheureuse, je me demande si ça avait été une jeune femme maghrébine qui s'était mise devant la voiture, si cela se serait passé pareil, ou si le conducteur serait descendu et lui aurait filé 3 tartes pour qu'elle dégage. C'est une question, mais en tout cas, personne ne l'a posée. Et je peux vous dire que certains magistrats qui ne sont pas dans cette affaire en ont émis l'hypothèse. Mais là encore, on ne peut pas le dire à haute voix. Oui, et est-ce que dans le cas parce qu'il en parlait aussi Eric, dans le cas de Nabil, on a vu vous savez la vidéo qui tape effectivement une petite de 14-15 ans, est-ce que là c'est pas plutôt le rapport homme-femme que quelque chose de raciste? Disons que c'est dans le même groupe culturel. C'est ça. Donc on peut pas parler de racisme. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est ce qui va être sanctionné, c'est des violences. Oui. Mais la caractéristique de violence sexiste ne veut pas être prise en compte. Or, on est dans le cas de violences faites aux femmes. Absolument. Tout simplement. Eh bien ça, ce jeune est inculpé de violence avec circonstances aggravantes. Je pense que les circonstances aggravantes, c'est le fait que la mineure avait moins de 15 ans. Oui. Mais le fait que ce soit violence, la loi du plus fort d'un homme sur une femme, parce que c'est ça, et ça serait extrêmement important que la victime l'entende dans ce qui est notifié par le juge, c'est-à-dire inculpation parce que des coups ont été portés à une femme. Et ça, je pense que ça ne sera pas dans l'inculpation. Je suis donc en désaccord. Si je peux juste rebondir. Allez-y, Eric. Je reprends l'exemple. Si c'était, je reprends le prénom de tout à l'heure, Yamina qui serait fait taper par un Kevin, je peux vous assurer que les centaines et des centaines d'associations racisme s'en seraient emparées et tous les pseudo-intellectuels de souche française s'en seraient mêlés aussi. C'est là que je veux en venir. Donc, est-ce que justement ces pseudo-intellectuels de souche française ne sont pas en vérité, eux, racistes? Et c'est là où je voudrais entendre la psychologie. Allez-y, docteur Berger. Oui. Ce monsieur a complètement raison. A complètement raison sur le fait qu'on ne s'offusque que dans un sens. Et que, on s'offusque que dans un sens. Ou alors, il faut que ça prenne une grosse dimension, comme le malheureux chauffeur de bus, voilà. Oui. Mais, comment dire. En fait, c'est vrai qu'il y a, et vous êtes d'accord, je crois que vous serez tous les deux d'accord, il y a effectivement, on le voit partout, il y a ce qu'on appelle une indignation à géométrie variable. En fait, il y a les 2 poids, 2 mesures. On peut l'appeler comme on veut, dites racisme anti-blanc ou racisme ceci ou etc. Mais incontestablement, on le voit très 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 bien. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais enfin les dégradations d'églises et autres, etc. On voit très bien, par exemple, je vais vous donner un exemple très très précis. D'ailleurs, docteur Berger, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Sur France Inter, pour ne pas la nommer, il y a eu, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, sous les applaudissements du studio, ils étaient entre copains, un guitariste qui chantait Jésus est PD, etc. Et tout le monde, très bien. Bon. En revanche, si on fait ça pour d'autres religions, une autre religion ou d'autres religions, alors là, on sait ce qui se passe et ça devient quand même l'hallucinante, le hurlement absolu et partout. Il y a ça quand même en France. On est mort. Et on est mort. Si on dit ça d'autres religions, on est mort tout court. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Bon, ça nous éloigne du problème de la violence, mais pas seulement, pas tellement en fait. Au fond, c'est quoi, docteur Berger? Alors là, c'est aux psychanalystes que je m'adresse et aux psychiatres. Est-ce qu'il y a quelque part, sans aller jusqu'à la haine de soi, est-ce qu'il y a une dévaluation de soi chez certaines personnes en disant oui mais attendez, ça il faut pas parler, ce sont des opprimés, il faut pas en parler, il faut faire attention, la culture de l'excuse, pour résumer. Oui,
nous sommes élevés avec, la culpabilité. On en a déjà parlé. On est dans une civilisation de la culpabilité où on doit, si quelque chose ne va pas, notre premier réflexe, ça va être qu'est-ce que j'ai mal fait ? Comment est-ce que je m'y suis mal pris ? Est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Et c'est un véritable boulevard pour des personnes qui elles n'éprouvent pas de culpabilité, mais qui vont faire en sorte que ce soit nous qui nous sentions honteux. Donc notre sincérité, je dirais notre capacité de nous identifier à l'autre et au fait qu'il puisse se sentir mal est en même temps notre point de faiblesse. Quand on est face à des personnes qui l'utilisent avec, comme vous le dites, la culture de l'excuse. C'est-à-dire, ce sont des opprimés, etc., etc. Il y a très peu de personnes qui osent formuler ce que d'autres cultures nous font subir, c'est-à-dire ce qu'elles introduisent de traumatisant dans notre manière de vivre. Parce que notre idéal, c'est l'accueil. C'est la capacité d'accueil. Voilà, c'est une explication un peu simpliste, mais c'est quand même comment une culture vit en parasitisme de l'autre parce qu'elle utilise son point faible. Et du coup, elle s'exonère de la bienséance minimum parfois. Oui, c'est ça. Clémence. Oui, écoutez, on peut donner la parole à Sandrine qui attend depuis longtemps. Sandrine nous appelle d'Inx dans les Landes. Bonjour Sandrine. Bonjour. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité et merci pour la qualité de vos émissions. Merci Sandrine. Moi, je voulais simplement envoyer un message en disant ils ne m'enlèveront jamais ma liberté de penser. C'est quelque chose qu'on ne m'enlèvera jamais. Heureusement. Voilà. Et ça, j'ai envie de le dire et j'ai envie que les gens le disent, ça, quoi. On n'arrête pas de nous dire qu'on est en démocratie, qu'on est dans un pays de liberté, et plus ça va, plus on est interdit ou de parler, ou de dire, ou de faire des choses, ou de penser des choses. Et ça, enfin, si vous voulez, c'est un truc qui m'exaspère, quoi. Je sais pas ce qu'en pense votre invité, mais moi, c'est quelque chose que je peux plus entendre, ça, quoi. De la censure, l'autocensure, etc., etc. Et puis surtout sous les prétextes les plus divers. Voilà, et puis surtout qu'ils passent leur temps à nous parler de démocratie. C'est un déni ce qu'ils disent, ces gens-là, quoi. J'arrive pas, si vous voulez, c'est un truc je comprends pas. Oui, mais vous avez raison, vous n'êtes pas la seule à ne pas comprendre. Enfin, si, on comprend, et vous comprenez aussi, on comprend trop bien que, un certain nombre de pouvoirs, quels qu'ils soient, ils ont plutôt envie de moutons que de gens éveillés. Si vous avez entendu parler il y a quelque temps c'était Jean-Paul Brigelli, je crois, qui avait sorti un livre sur la fabrique du crétin. On y est. Voilà. Très bien. Avant de donner la parole à Maurice Berger, peut-être un autre auditeur. Non, surtout, on va vous dire à tous de nous rappeler 0826 300 300. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions au docteur Berger, à André Berkoff. On parle de déni de réalité, on parle de violence des jeunes et peut-être des punitions possibles aussi. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Division, archipélisation, certains disent libanisation, la violence. Effectivement, et on en parle avec quelqu'un, et avec vous, auditeurs de Sud Radio, et vous avez vraiment des interventions formidables, et avec quelqu'un qui connaît vraiment à fond le problème, docteur Maurice Berger. On a parlé psychologie là, et on a parlé là avant cette question de savoir au fond qu'est-ce qu'on peut faire, et on a parlé, docteur Berger, au fond, on a l'impression aujourd'hui que, comment dirais-je, c'est vrai, sans être pessimiste, on se dit, voilà, on voit l'état des lieux, et l'état des lieux, c'est quand même assez désolant. Et en même temps, c'est vrai, on a parlé des sanctions, vous avez dit vous-même qu'il y a des choses à faire et qu'il faut donner effectivement aux gens de savoir le taquet. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est pas valable et ne sera jamais valable. Mais au-delà de ça, que dire au fond ? Et c'est important aux princes qui nous gouvernent. Et je dis ça dans tous les domaines. Quand je dis aux princes au pluriel, c'est pas ce gouvernement ou ce président.
Et on a vu que depuis des années et des années et des années, alors vous vous rappelez le Karcher, on va vous délivrer de la racaille, on va ceci, on va cela, chacun y allait de son couplet, Darmanin y va aussi, Castex, etc., tout le monde y va. Et je dis pas qu'il se passe rien, mais on a l'impression qu'une fois qu'ils ont lancé dans le jet d'écume, il ne se passe rien, effectivement, ou pas grand-chose. Maurice Berger, franchement, comment leur faire comprendre qu'il y a quelque chose à faire? Ils le savent, mais pourquoi n'agissent-ils pas? Ils ne le comprennent pas, parce que ce sont des personnes protégées. Donc ils ne sont pas exposés en direct. Donc ils peuvent pleurnicher, s'indigner, mais au fond, la politique depuis X années, ça a été après moi le déluge. Et les mesures à prendre sont devenues telles, puisqu'on a laissé tellement glisser, que cela fait peur. Je ne vois aucun membre du gouvernement actuel, encore plus avec la nomination du ministre de la Justice qu'on connaît, qui pourra prendre les mesures souhaitables. Un principe pour moi indispensable, c'est, enfin si je puis dire, c'est la vie humaine. C'est-à-dire la vie et l'intégrité physique doivent passer avant tous les principes. Et c'est à partir de ça qu'on doit construire notre dispositif pénal. Donc si on n'a pas... La vie humaine d'abord, l'intégrité d'une personne, l'intégrité physique et autres, d'abord. D'abord. Voilà. Et si on n'a pas ça comme... Or, actuellement, notre justice est une justice, comme je l'ai dit, qui est une justice qui est plutôt une justice de l'auteur, plutôt qu'une justice de l'acte. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre l'auteur, ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire, mais au détriment de la justice de l'acte, la gravité de ce qui a été fait. Et là, il faut absolument le rééquilibrer. Je donne un petit exemple. L'article R625 du Code pénal signifie que quand on frappe quelqu'un et qu'il a une ITT, la capacité temporaire de travail, de 8 jours, il faut déjà frapper très très fort. Eh bien, on risque une contravention. Une contravention de 5e catégorie, c'est-à-dire pas de sanction pénale, pas de risque de prison. Sauf si il y a eu d'autres circonstances, mineur de moins de 15 ans, c'était un membre des forces de l'ordre, c'était une personne handicapée, etc. Mais vous pouvez tabasser quelqu'un d'une manière telle que pendant 8 jours il ne puisse pas marcher et pas aller au travail, cette personne ne risque pratiquement rien ou une amende. Et c'est là où on voit comment le pénal doit se recentrer sur la victime. Oui, de toute manière. En fait, on a oublié la victime. La victime compte plus, quoi. Elle a disparu, la victime. Aucune importance. La victime, elle va se retrouver dans le procès civil, c'est-à-dire une indemnisation, etc., etc., pour les dégâts. Mais dans ce qui est du sens de la loi, elle disparaît. Parmi les mesures qui, pour ma part, me semblent indispensables, il y a le fait que quand un mineur commet une agression, eh bien, l'assurance responsabilité civile scolaire ne prennent pas en totalité en charge les frais de justice et l'amende et l'indemnisation de la victime. C'est-à-dire qu'un jeune actuellement qui commet un viol, c'est l'assurance responsabilité scolaire qui indemnise la victime. Ah oui. Ah oui, on en est là. Et sa famille n'est pas touchée, personne n'est touché. Non, rien. Non, la famille n'est pas touchée. Et moi, je pense qu'il faut qu'une partie reste sous la responsabilité de la famille, etc., etc. La question de l'exemplarité. Je pense que à partir de l'âge de 15 ans, je dis bien 15 ans, c'est aussi l'âge de la majorité sexuelle, après tout, à partir de l'âge de 15 ans, les peines doivent être mises sur Internet, département par département, de manière à ce que, comme on dit name and shame, de manière à ce qu'il y ait de la honte. Tout ceci doit être un ensemble de mesures anti-effacement. Et c'est ça ce que j'appelle les changements de paradigme. Les changements de paradigme, c'est aussi comment dire, le primo, quelqu'un qui fait une agression pour la première fois. Presque automatiquement, c'est sursis. Réponse, non. Quelqu'un qui est dans le coma, ça lui est complètement... Quelle différence ça fait d'être agressé par quelqu'un qui frappe pour la première fois ou pour la 10e? Et donc, je pense qu'on a
des possibilités légales de réécriture de certaines parties du code pénal de manière à, c'est la loi qui structure notre pensée. C'est comme ça. À modifier la structuration de la pensée des magistrats. Et vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, docteur Berger. Voilà des pistes concrètes, des pistes effectivement tout à fait faisables. Et est-ce qu'il y aura quelqu'un qui aura le courage de les emprunter? Et toute la question est là, mais elle est plus forte et urgente que jamais. Clémence, on a oui, car Chantal souhaite témoigner. Chantal a travaillé dans les quartiers difficiles, justement, donc c'est intéressant. Elle nous appelle de Gironde. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Voilà, je voulais vous parler de mon expérience il y a très longtemps, puisque maintenant je suis à la retraite. C'était dans les années 80-90. Oui. Voilà. Je travaillais donc dans des quartiers difficiles et à l'époque, nous travaillions en collaboration avec tous les acteurs qui intervenaient dans ces quartiers-là, si vous voulez. Il y avait l'éducateur de la jeunesse, de la protection de la jeunesse. Il y avait le tuteur, il y avait... la pléiade des gens qui entouraient effectivement... Tous les intervenants qui sont multiples. Et ce qu'on faisait, c'est que moi, j'agissais évidemment dans mon corps de métier, c'est-à-dire à la petite enfance. Donc, on accueillait les parents, on était là pour les écouter de leurs difficultés, éventuellement les aider, on les invitait, on faisait beaucoup de manifestations, si vous voulez, on faisait des fêtes, etc. Et dans la maison de quartier, il y avait une conseillère en économie sociale et familiale qui pouvait intervenir sur le budget, une assistante sociale qui pouvait intervenir sur autre chose, etc. Donc, ce qui fait que quand il y avait un souci, qu'on détectait un souci, plutôt que de faire un signalement, comme c'est la mode aujourd'hui, on intervenait à chaque niveau. C'est-à-dire que quand l'enfant, on voyait, par exemple, au niveau de la petite enfance, où il y avait des problèmes de sommeil, il y avait des problèmes de nourriture, il y avait des problèmes de comportement, on essayait de voir avec les parents ce qui pouvait clocher, parce que souvent les parents, c'est par ignorance, ils savaient pas, si vous voulez. Et puis, on avait affaire à des gens qui avaient une autre culture. Et vous dites que ça a changé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça a changé parce que maintenant, c'est en clan, si vous voulez. Les gens ne viennent plus se faire aider. Ils ont une certaine méfiance. Bon, quelquefois justifiée, parce qu'on retire les enfants maintenant assez facilement. Des enfants qui mériteraient de ne pas être retirés de leur famille, d'ailleurs. Et les enfants qui seraient à même d'être protégés, ceux-là, quand on a affaire à des familles un peu violentes, on préfère l'ignorer, si vous voulez. Je dis comme je pense. Voilà. Et ce qui fait que, à l'heure actuelle, si vous voulez, il n'y a plus aucun intervenant dans ces cités-là. Par exemple, quand nous, on avait un enfant bas âge et on savait qu'il y avait d'autres enfants dans la famille, eh bien l'éducateur spé allait voir un petit peu ce qui se passait au niveau des suivis des devoirs. Oui, mais non, on n'y va plus. Au niveau de l'éducation, si le gamin il traînait à 8h, 9h du soir dans la cité, eh bien il les remontait chez eux. Oui, mais les parents, maintenant, l'importance de l'éducation. Je comprends. Chantal, je voudrais justement que vous avez présenté je voudrais que Maurice Berger, on a l'impression que, enfin d'après le témoignage de Chantal, le docteur Berger, qu'à un moment donné, en tout cas, elle parle d'il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait encore une porosité, enfin en tout cas il y avait une circulation avec les éducateurs, etc. et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus absent et beaucoup plus, presque terminé. C'est vrai que c'était plus facile il y a 30 ans. C'est vrai que ça s'est refermé. Il y a quand même des professionnels de terrain qui essayent vraiment de faire du travail, qui arrivent dans un certain nombre de cas. Mais on a aussi, c'est aussi le problème des groupes qui se sont restructurés en clans. Et où à ce moment-là, les clans nous disent oui, on va faire ce que vous dites, et dès qu'on est parti et que la porte est fermée, ils ne font que ce qu'ils veulent. J'ajouterai une chose très importante qu'a dit cette dame.
les clans peuvent être dangereux et peuvent être menaçants. Et il y a des enfants dont on sait qu'ils sont en train de devenir violents ou de perdre leur capacité intellectuelle, etc. Et aller y mettre les pieds, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Dangereux, clairement, oui. Merci beaucoup, merci docteur Berger. Nous arrivons hélas en fin d'émission. Nous reprendrons évidemment ces sujets avec vous et avec d'autres. En tout cas, merci de tous vos témoignages et merci de cette analyse qu'a toujours Maurice Berger. Voilà, d'ailleurs, on peut rappeler son livre Sur la violence gratuite en France aux éditions L'Artilleur. Merci à vous, André Berkoff. On vous retrouve demain avec Laurent Burton. Et puis, pour ceux qui veulent réécouter cette émission de ce jour-ci, évidemment, vous la retrouvez sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis, tout de suite, encore un psychiatre avec Brigitte Lahaye, Serge Tisseron, qui pose la question qu'est-ce que l'empathie? Là aussi, vous pouvez appeler au 0826 300 300. À tout de suite.